Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver, chers élèves, dans une autre science de la vie de la Terre, et toujours avec le même chapitre portant sur le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l'énergie. Pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, sciences expérimentales, option sciences physiques et sciences de la vie de la Terre. Et on va entamer une deuxième partie, deuxième activité, toujours avec le même chapitre, portant sur les phénomènes accompagnant la contraction musculaire. Rappelez-vous, chers élèves, dans la séance précédente, on a vu comment le muscle se comporte lorsqu'il reçoit une excitation. On se contracte, il y a un raccourcissement du muscle et on a étudié, on obtient un enregistrement qui s'appelle une secousse musculaire, formée de 4 phases. Phase de latence, phase de contraction, qui correspond au raccourcissement du muscle, et une phase durant laquelle le muscle reprend sa longueur initiale, qui est la phase de relâchement. Lorsqu'on applique 2 excitations, on obtient soit 2 excitations isolées, soit une fusion incomplète, lorsque la deuxième excitation coïncide avec la phase de relâchement, ou une fusion complète lorsque la deuxième excitation coïncide avec la phase de contraction. Et on a vu, lorsqu'on applique plusieurs excitations, on obtient ce qu'on appelle tétanos, soit imparfait ou tétanos parfait. Imparfait lorsque chaque excitation coïncide avec la phase de relâchement. C'est le tétanos imparfait ou tétanos parfait lorsqu'il coïncide avec la phase de contraction. Mais on a vu aussi qu'on a dit que cette contraction, elle est accompagnée par des phénomènes. Et rappelez-vous la première photo, on a vu que lorsqu'on exerce ou lors d'un exercice physique, donc la température de notre corps augmente. Il peut arriver jusqu'à 39 degrés et il y a un dégagement de chaleur. Donc, pour résister à cet état, donc le corps dégage de la chaleur. Alors, ce dégagement qui se multiplie par un facteur de 10 ou 15 lors d'un effort musculaire, signifiant que cette contraction musculaire il est accompagnée par des phénomènes. Ces phénomènes, c'est ce qu'on va voir. On va commencer par les phénomènes thermiques. On a dit qu'il y a une augmentation qui se manifeste au niveau de l'organisme par une sueur, par un dégagement de sueur. Donc, on va, pour quantifier cette chaleur, donc on va travailler sur le même animal qu'on a vu la séance précédente, qui est évidemment la grenouille. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour la grenouille, on a essayé de mesurer la température et la chaleur dégagée par les muscles lors de la contraction musculaire. Pour cela, on travaille sur un appareil, un dispositif qui s'appelle une thermopile. Mot composé, thermo, température, la chaleur, et pile, ce qui permet donc de mesurer cette température. Donc, voyez-vous, on a les pattes, on a dégagé le nerf sciatique. Pourquoi? Pour appliquer une excitation de façon indirecte, en appliquant les 2 électrodes de stimulation sur le nerf sciatique. Et bien évidemment, on a isolé les 2 muscles gastrocnémiens. Rappelez-vous, on a déjà parlé du muscle gastrocnémien. C'est le gros muscle chez la grenouille qui permet, facile à manipuler. On a coupé les 2 tendons en laissant, donc chaque muscle se trouve fixé par un seul tendon au niveau sur l'os. Et puis, on a appliqué, ici on a utilisé des aiguilles thermoélectriques. Thermoélectrique, ça veut dire qu'il reçoit la température, il est capable de transformer ces variations de la température détectées par ces aiguilles en courant électrique. Et bien, comment suivre, comment mesurer ce courant électrique? Ce courant va être de faible intensité. Donc, on a parlé d'un appareil, rappelez-vous, vous l'avez vu en physique. Et là, vous voyez qu'on utilise ces notions que nous avons vues en physique. Ce n'est pas seulement qu'on est dans les sciences de SVT, même on utilise les notions mathématiques en physique parce que c'est tout pour résoudre des problèmes en relation avec les sciences de la vie de la Terre. Et l'appareil utilisé, c'est l'oscilloscope. Rappelez-vous, l'oscilloscope, donc, qui permet de détecter les charges, les variations des électrons
dans les deux sens vertical et horizontal, permettant cette variation signifie qu'il y a un courant, on obtient ces courbes. Et voyez-vous, donc on a des aiguilles appliquées sur les muscles et liées par on a ici des méthodes avec l'oscilloscope pour mesurer la variation de la température. Donc, muscle ici, gastrocnémien au repos, avec un autre muscle gastrocnémien excité. Et bien, pour mesurer la variation de la température, de la chaleur dégagée entre le muscle au repos avec le muscle en état excité. Et voilà, c'est le thermopile qui permet de convertir l'énergie thermique en énergie électrique. Donc, il permet de générer une tension proportionnelle à une différence de température, permet de mesurer la chaleur dégagée par un muscle gastrocnémien de grenouille au cours d'une secousse élémentaire. C'est ce qu'il est montré par la figure ci-contre. Les résultats sont représentés dans les figures qui suivent. Voyez-vous bien les deux figures. Ce qui est demandé, analyser ces résultats, que peut-on conclure? Que pouvez-vous conclure, chers élèves, concernant la variation de la chaleur dégagée au niveau de ce muscle? Ben, commençons par la première figure. Donc, notez bien, on a l'axe des ordonnées. Qu'est-ce qu'elle représente? La quantité de chaleur en fonction du temps. Et le temps, l'unité, c'est important, il faut toujours accorder une attention particulière aux unités utilisées, c'est le temps en minutes. Ce qui est un trait noir, elle représente, c'est la secousse musculaire isolée. Voyez-vous le temps de secousse, le laps de temps, une partie d'une minute, une fraction ici, où se déroule la secousse musculaire. Ce qui est ici, donc regardons, c'est la variation de la chaleur dégagée. Voyez-vous qu'il y a une augmentation qui, en parallèle, synchronisée avec la secousse musculaire, et une deuxième quantité qui est de faible quantité, pas comme la première, mais qui dure longtemps. 2-3 minutes. Si on zoome ici, donc on peut dégager ici qu'on a, donc voilà, qu'on a deux types de chaleur, chaleur initiale et chaleur retardée. Initiale au moment de la contraction musculaire et une chaleur retardée après la fin de la secousse musculaire. Zoomons sur cette chaleur initiale qui coïncide avec la secousse musculaire et qui dure brève, une durée très brève par rapport à celle de la chaleur retardée. Voyez-vous la figure 3 dans la deuxième figure, toujours quantité de chaleur en fonction du temps, mais ici on a mis le temps en 1/10 de seconde. Qu'observez-vous, chers élèves? Voyez-vous la secousse musculaire, la phase de latence, la phase de contraction, la phase de relâchement. On voit que ce dégagement de chaleur se fait en deux temps. Premier dégagement, voyez-vous, c'est en fait la superposition. Qu'est-ce que vous trouvez? Voilà, elle coïncide avec la première phase qui est la phase de contraction. Et la deuxième, c'est avec la phase de relâchement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a une chaleur de contraction et une chaleur de relâchement. Et au guise de ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Que lors de la contraction, le muscle dégage de la chaleur en deux temps. Chaleur initiale de grande amplitude. Voyez bien, comparant entre la première chaleur avec la deuxième. Évidemment, vous allez me dire que l'ampleur est plus élevée par rapport à celle de la chaleur retardée. Et de courte durée, elle est libérée pendant la secousse musculaire et que l'on peut subdiviser en deux types de chaleur. Une chaleur de contraction, c'est ce que vous voyez dans la figure, dans la courbe, la première partie de la courbe représentant la variation de la chaleur, et une chaleur de relâchement, ce que vous voyez ici. Donc il y a deux types de chaleur. Mais cette chaleur retardée, d'intensité faible, donc la chaleur retardée,
Elle est de faible intensité par rapport à la chaleur initiale, c'est ce qu'on a signalé, mais de longue durée qui est libérée après la secousse musculaire, bien évidemment. On note aussi que ce dégagement de chaleur, qu'est-ce qu'il confirme? Que le muscle est le siège des réactions chimiques exothermiques. Notez bien ici cet adjectif. Elle est composée de deux mots. Exo, donc le préfixe à l'extérieur, il dégage de la chaleur. On dit productrice d'énergie thermique. La chaleur retardée a pour origine les réactions aérobées. On note ici, lorsqu'on met le muscle dans des conditions en anaérobie, ça veut dire en absence, on remarque l'absence de cette chaleur retardée. Seulement la chaleur initiale, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je dis qu'il y a l'absence de chaleur retardée. Lorsqu'on met le muscle dans les conditions d'anaérobie, en absence d'oxygène, ça veut dire que ces réactions, cette chaleur, elle est liée à des réactions nécessitant l'intervention de l'oxygène. Et rappelez-vous, consultons notre bagage, nos acquis concernant le premier chapitre, sans doute vous allez me dire les réactions chimiques qui demandent de l'oxygène, ce sont les réactions de la respiration, donc qui demandent de l'oxygène. Et c'est pour cela qu'on dit que pour les réactions à l'origine de la chaleur initiale, ce sont des réactions anaérobies, alors que les réactions à l'origine de la chaleur retardée sont des réactions aérobies. C'est ce qui est mentionné ici. La chaleur retardée a pour origine les réactions aérobies, la respiration, tandis que la chaleur initiale a pour origine les réactions anaérobies parce qu'ils se font soit en présence, soit en absence d'oxygène. On va voir, notez bien ça, par la suite, dans une autre activité, quelles sont ces réactions chimiques? Est-ce que seulement la respiration aérobie est dans l'état d'anaérobie, la fermentation? Est-ce que seulement ces deux types de réactions chimiques qui se déroulent au niveau de la cellule musculaire ou il y a d'autres réactions? C'est ce qu'on va voir dans l'activité portant sur les réactions chimiques responsables de la production de l'énergie au niveau des muscles. En continuant, maintenant, on va voir quels sont les phénomènes chimiques et métaboliques accompagnant la contraction musculaire. Voyez-vous, chers élèves, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voit? Le bras et l'avant-bras. Et voyez-vous, lors de la contraction, donc, une personne avec une musculation qui est bien développée, cette musculation, voyez-vous les muscles de grande taille, qui sont durs. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais attirer votre attention. Voyez-vous, sur la surface, qu'est-ce que vous observez? Ben, sans doute, vous allez me dire qu'il y a des vaisseaux. Ce sont des vaisseaux qu'on voit en grande taille, qui apparaissent, qui sont bien développés. Voyez-vous ces vaisseaux qui vont apporter les nutriments et l'oxygène à ce muscle. Voyez-vous, au niveau de la main, qu'est-ce qu'on observe? Alors, en électronographie, on voit ici, avec une échographie, on voit qu'il y a un réseau de vaisseaux qui alimentent en relation avec le muscle, permettant d'apporter les nutriments et l'oxygène. Notez bien le titre « Phénomène chimique et métabolique accompagnant la contraction musculaire ». Est-ce que vous avez une idée sur ces phénomènes? Bien évidemment, je parle chimique, des molécules chimiques qui vont arriver au niveau du muscle. Ben, voyez-vous dans la deuxième photo, on voit un tissu musculaire. Qu'est-ce qu'on observe au niveau d'un tissu musculaire? Observé en microscope optique, en microscope avec un grossissement de 1250. Il y a un vaisseau sanguin. À l'intérieur, il y a du plasma. Il y a des globules rouges. Et ce sont des fibres musculaires, les unités, bien évidemment, contractiles formant le muscle squelettique. Et on dit le muscle squelettique parce que ce sont des muscles qui sont fixés sur les os. C'est pour cela qu'on parle de muscles squelettiques qui permettent le déplacement des os de l'organisme. Mais en cherchant quoi, ça veut dire qu'il y a des variations au niveau du sang. Donc la quantité du sang lors d'un exercice physique n'est pas la même quantité lors d'un état de repos. Lorsque le muscle est en repos, on voit clairement lors d'un exercice, donc la quantité qui arrive au niveau du muscle, elle est en grande quantité. Ça signifie qu'il y a des modifications
au niveau du point de vue chimique permettant d'apporter les nutriments et l'oxygène aux muscles. C'est ce qu'on va voir par ce document. Voyez-vous le premier, ici on voit lors de la situation repos avec la situation en activité, qu'est-ce que vous observez schématiquement? Donc la quantité drainée du sang, donc il y a des artérioles, vénules et veines, le sang arrive par des veines, se ramifie en vénules et dans un ensemble, un réseau de capillaires où il y a des échanges, rappelez-vous, on a vu déjà ça, des échanges du nutriment et des gaz respiratoires, les nutriments qui passent vers le muscle et les déchets passent des cellules musculaires vers le sang. On voit une faible quantité drainée, alors qu'ici on voit une grande, donc un drainage, donc le débit est important, donc tous les vaisseaux, donc ils sont en grande quantité du sang. Maintenant, nous voulons comparer de point de vue composition chimique entre le sang passant qui entre dans le muscle et le sang sortant du muscle, c'est-à-dire entre le sang artériel et le sang veineux. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on vous demande à partir de l'exploitation des documents 1 et 2 précédents, déduisez les phénomènes accompagnant la contraction musculaire. Ben, voyez-vous la composition chimique. Donc, un muscle repos, la taille, la longueur elle est grande par rapport au muscle il est en activité. Regardons le volume du sang traversant le muscle, ce qui confirme la première observation. Le volume il est de 12 litres par kilogramme de muscle, alors qu'ici il est de 56 litres par kilogramme. Du point de vue composition chimique, l'oxygène qui entre dans le muscle il est de 20 ml, alors que dans le sang veineux, il est de 15 ml. Ça veut dire la différence de 5 ml consommés par le muscle. Il a consommé 5 ml d'oxygène. Passons le dioxyde de carbone, le déchet. Alors, le muscle consomme de l'oxygène et dégage de CO2. Rappelez-vous l'origine de CO2 lors de la dégradation des matières organiques, le passage de l'acide pyruvique en acétyl-CoA et lors du cycle de Krebs, il y a dégagement de 2 molécules de CO2. C'est dans le cas de la respiration. Dioxyde de carbone 50 ml, et ici on a 54 ml. Ça veut dire qu'il a produit 4 ml de dioxyde de carbone. Passons le glucose, 90 mg, alors qu'ici on trouve seulement 87 mg. Ça veut dire qu'il a consommé combien? 3 mg de glucose. On note ça. L'oxygène 50 ml, CO2 ml, le glucose consommé 3 mg. Ça, lorsque le muscle est au repos. Passons, lorsque le muscle est en activité, est-ce que ce sont les mêmes quantités dans le cas de repos? Voyez-vous ici, l'oxygène est 22 ml, alors que dans l'os veineux, on trouve seulement 4 ml. Elle a consommé combien? Elle a consommé 18 ml d'oxygène. Passons le dioxyde de carbone, 42 ml, alors que niveau, c'est 62 millilitres seulement. 62 ml, ça veut dire la différence, c'est de 20 ml de dioxyde de carbone dégagé par le muscle en activité. Passons le glucose. Le glucose, il est de combien au niveau du sang artériel? Elle est de 90 mg, alors qu'au niveau du sang veineux, elle est de 80 mg. La différence, donc, ce qu'on a noté ici, 18 ml d'oxygène consommé, 20 ml de CO2 dégagé et une quantité de 10 ml de glucose qui est consommée. Ça signifie quoi, chers élèves? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant les phénomènes? Donc, quelles sont les variations? Ces variations portent sur les molécules chimiques. L'oxygène, le dioxyde de carbone, le glucose. Donc, il y a des phénomènes chimiques. Mais aussi, on parle aussi lorsqu'il y a le glucose qui est consommé, 3 mg. Consommé avec quoi? Avec l'oxygène. À quoi sert le glucose avec l'oxygène? Ça va être pour l'oxydation de la matière organique lors des processus, par exemple, la respiration cellulaire. Donc, ce sont aussi des phénomènes métaboliques. Donc, notez bien qu'on parle au niveau des muscles, lors de la contraction musculaire, il y a des phénomènes chimiques qui correspondent à des variations de quantité d'oxygène, de dioxyde de carbone, du glucose, et aussi
des phénomènes métaboliques indiquant qu'il y a des processus de métabolisme, des réactions chimiques qui se déroulent au niveau des muscles permettant de fournir l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Mais toujours on garde la même question qui est quelles sont ces réactions chimiques? On va les voir par la suite, mais pour le moment, notez bien qu'il y a des variations au niveau des molécules chimiques. Ce qu'on peut déduire qu'il y a des phénomènes chimiques et métaboliques accompagnants. Donc on peut dire que les quantités de glucose et d'oxygène sont moins importantes dans le sang sortant d'un muscle en activité que dans le sang sortant d'un muscle au repos. Notez bien, chers élèves, la formulation. La communication écrite, c'est important, donc je dois bien formuler mes phrases pour exprimer. Donc je me situe dans l'espace, donc on parle du muscle, on parle du sang qui entre dans le muscle et on compare avec le sang qui sort. Donc on a noté que les quantités de glucose et de dioxygène consommées sont importantes dans le sang sortant d'un muscle en activité que le sang sortant d'un muscle au repos. La quantité de dioxyde de carbone est plus importante dans le sang sortant d'un muscle en activité que dans le sang sortant d'un muscle au repos. Donc, le muscle en activité consomme plus de glucose et de dioxygène et rejette plus de dioxyde de carbone que le muscle au repos. Et voilà, le muscle utilise le glucose et le dioxygène. Pourquoi? Pour produire de l'énergie dans les réactions biochimiques de métabolisme énergétique. Pour cela, on dit que ce sont des phénomènes métaboliques qui accompagnent la contraction musculaire. On résume sous forme d'un schéma. Est-ce que vous pouvez faire un schéma? Donc, je vous invite à prendre un crayon et essayer de schématiser un muscle et schématiser un vaisseau, donc le sang artériel, et une veine qui sort du muscle, et essayer de schématiser les échanges qui se déroulent entre le sang et le muscle. Est-ce que vous arrivez? Donc, prenez votre temps, essayez de schématiser. Voilà, je vous propose, parce que chacun va essayer de faire son schéma, donc un muscle, je note le muscle, je schématise donc ce cylindre en rouge, ici en bleu pour signifier la différence, un sang qui est oxygéné et un sang qui est pauvre en oxygène, dioxygéné. C'est pour cela symboliquement, conventionnellement, on met ces deux couleurs. Donc la couleur pour le sang entrant qui apporte le dioxygène et le glucose dont le muscle a besoin, le sang sortant qui remporte le dioxyde de carbone créé par le muscle, produit par le muscle. Les échanges que se déroulent ici. Donc, il y a passage d'oxygène du sang vers le muscle, aussi passage du glucose du sang vers le muscle. Dioxygène plus glucose, ça veut dire qu'on parle ici de la réaction, de la respiration cellulaire, bien évidemment. Et vous rappelez qu'il dégage, donc le résultat, le produit de cette réaction, le dioxyde de carbone plus énergie. Cette énergie, une partie de l'énergie, elle est utilisée par le muscle pour fonctionner. Et bien évidemment, sous forme de quoi? D'ATP. Rappelez-vous, au niveau du muscle, la production de ces molécules d'ATP. Donc, ces molécules d'ATP vont servir pour la contraction musculaire, alors qu'une partie de l'énergie, elle est perdue sous forme de chaleur. Rappelez-vous, lorsqu'on a comparé le rendement énergétique, on a vu que le rendement il est faible, la respiration de 40%, alors que la fermentation de 2,1%. Et on a demandé, on a posé la question d'où provient, pourquoi ce rendement qui est faible? Et on a expliqué ça, que la respiration, dégagement sous forme de chaleur. Et voyez-vous, c'est un exemple qui illustre bien cette perte sous forme de chaleur. Alors que de la fermentation, on a dit en plus de la chaleur, une grande partie d'énergie reste emmagasinée dans une matière non utilisable sous forme de déchets. La fermentation alcoolique, le méthanol, la fermentation lactique, l'acide lactique. Dans le cas de muscles, rappelez-vous, on parle de la fermentation lactique. Ça, ce qu'on appelle donc un résumé qui permet d'illustrer les phénomènes accompagnant la contraction musculaire, phénomène chimique et phénomène métabolique. C'est le métabolisme. Rappelez-vous, le métabolisme, c'est l'ensemble de réactions, soit de production, soit de dégradation, soit de synthèse des molécules ou de dégradation permettant la libération de l'énergie. Chers élèves,
En bilan de cette activité, on note que la contraction musculaire est accompagnée de phénomènes thermiques et chimiques. Concernant les phénomènes thermiques, la contraction musculaire est accompagnée de dégagement de chaleur qui se fait en deux temps. Est-ce que vous vous rappelez ces deux temps? Premier, synchronisé avec la secousse musculaire, avec la contraction au début, c'est-à-dire c'est initial. Et l'autre qui vient après la secousse musculaire, on appelle retardé. Donc une chaleur initiale qui se dégage rapidement au cours de la secousse musculaire. Il comporte une chaleur de contraction et une chaleur de relâchement. Il dure quelques fractions de secondes. Rappelez-vous que la secousse même, il est en fractions de secondes. Deuxième chaleur, type de chaleur, la chaleur retardée, se dégage lentement après la secousse musculaire. Il dure 1 à 2 secondes. Donc, il est plus long par rapport à la durée de la chaleur initiale. Deuxième type de phénomène, en plus de phénomènes thermiques, les phénomènes chimiques et énergétiques. Au cours de la contraction musculaire, la consommation d'oxygène et du glucose augmente. En même temps, les réserves de muscles en glycogène diminuent et le rejet de CO2 augmente. Il s'agit de réactions d'oxydation de glucose qui s'accompagnent sont accompagnées par une libération d'énergie nécessaire à l'activité musculaire. Mais aussi, on a dit qu'une partie de l'énergie, elle est perdue sous forme de chaleur. Donc, ça concernant les phénomènes chimiques et métaboliques qui accompagnent la contraction musculaire. Donc, le muscle se contracte. Lorsqu'il se contracte, se raccourcit, permettant de bouger les os, et ainsi le mouvement. Mais on se pose la question, comment se fait cette contraction? Et on pose la question, pour qu'il assure cette contraction, quelle est la structure de ce muscle? Comment il assure la contraction? Donc, c'est ce qu'on va voir, chers élèves, la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.